Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 16 juillet. Un tout jeune enfant de 2 ans et demi est mort parce qu'il avait été oublié dans une voiture au soleil. Son père, pharmacien, qui pourtant n'était pas sans connaître les risques, s'est focalisé sur un accident de la route dont il avait été témoin. Le petit garçon est resté 3 heures dans la voiture. Les prix à la consommation continuent d'augmenter en cause des produits alimentaires mais aussi l'énergie. L'inflation a atteint 3,6% au mois de juin. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait de nouvelles propositions pour allier la gauche à sa réforme institutionnelle. Il propose d'augmenter le temps de parole de l'opposition dans les médias. Les élus de Lorraine à l'Elysée pour protester contre le risque de fermeture du 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze. C'est une unité de renseignement qui emploie 950 militaires. En Inde, le marché des mères porteuses est désormais une activité économique à part entière. Il est totalement légal et attire de nombreux couples venus notamment des États-Unis. Et puis le Tour de France à nouveau secoué par une deuxième affaire de dopage. L'Espagnol Duenas a été exclu immédiatement alors que les performances de certains coureurs continuent de susciter étonnement et interrogation. C'est un drame, hélas, trop banal en ces périodes de forte chaleur. Un petit enfant que l'on laisse tranquillement dormir dans la voiture à l'ombre et dont la température monte dangereusement lorsque le soleil tourne. C'est sans doute ce qui est arrivé au fils unique d'un pharmacien. Le praticien avait laissé son bébé à quelques mètres de son officine dans la voiture, stationné sous un arbre. Témoin d'un accident puis absorbé par son travail, il semble que le père n'ait pas pensé à surveiller l'enfant. Âgé de 2 ans et demi, il est décédé. Virginie Fichet et Philippe Évêque. La pharmacie de son père n'est qu'à quelques mètres. Hier, vers 17 h, c'est ici que le petit Yanis, 2 ans et demi, a été découvert inanimé dans la voiture familiale. Se rendant à son travail, son père l'avait oublié 3 heures plus tôt. Je suis un peu surprise qu'on puisse oublier un enfant dans sa voiture, quoi, surtout ça. Et puis c'est une grosse tragédie. C'est terrible, mais il y a certainement un fait qui a provoqué ça. La petite ville est d'autant plus choquée que le pharmacien et son épouse, professeurs de musique, étaient bien connus de tous. Ce sont des gens qui sont impliqués dans le monde associatif, qui sont connus de la majorité de la population, qui sont appréciés, Voilà, c'est un drame pour tout le monde, nous sommes tous sous le choc. Une autopsie a confirmé que le petit garçon était mort d'une hyperthermie doublée d'une insolation. En plein soleil, la température de l'habitacle avoisinait sans doute 45 degrés. Une température intenable de manière prolongée pour le cerveau d'un jeune enfant. Entendu cet après-midi, le papa de Yanis a pu expliquer l'origine de cet oubli fatal. Leur père a donc expliqué qu'il avait en la circonstance été en quelque sorte perturbé par un accident matériel de la circulation doublé d'un délit de fuite qu'il avait conduit à relever la plaque du conducteur fautif et à donner donc ses coordonnées à la personne victime donc, de cet accident matériel et que c'est dans ces conditions qu'il avait oublié la présence de son enfant dans le véhicule. Des faits qu'ont pu vérifier les enquêteurs mais qui ne suffiront pas à calmer le sentiment de culpabilité d'un père et la douleur d'une famille. Depuis le début de l'année, les prix ne cessent d'augmenter. L'inflation atteint désormais 3,6% en juin, son plus haut niveau depuis 17 ans. La plus forte hausse provient des prix alimentaires, mais aussi de ceux de l'énergie, 2 postes clés dans le pouvoir d'achat des Français. Le pic de la flambée des prix devrait, selon l'INSEE, être atteint cet été avant de refluer à la rentrée. La surprise, en tout cas, c'est que contrairement à ce que l'on peut redouter, ce ne sont pas dans les stations balnéaires que les étiquettes augmentent le plus. Ainsi, selon notre enquête, le chariot type d'un consommateur de bord de mer n'augmente pas plus vite. Valérie Lerouge et Mathieu Nivenglowski. En tongs et sous les palmiers, la corvée du ravitaillement semble beaucoup moins pénible. Mais les courses en bord de mer paraissent plus chères. Souvent une idée reçue. On n'a pas trouvé une grosse augmentation, faut pas dire. Peut-être en bord de plage sur les petits commerces qui font les bordeurs de plage, oui, mais les grandes surfaces comme ici, ça va. Test grandeur nature, dans cet hypermarché à quelques mètres de la plage, nous choisissons 20 produits. Du papier, du café, de la pâte à tartiner et des légumes, l'étal qui fait le plus grincer des dents. Tout ce qui est tomates, je vous dis, tout ce qui est fruits, les melons, enfin encore là ça a baissé un peu aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est cher. Hein. Quelques packs de lait et barquettes de viande plus tard, verdict à la caisse, 47,79 €. Alors y a-t-il un intérêt à s'éloigner des côtes pour trouver moins cher? S'il faut dépenser l'argent dans l'essence et tout,
ça revient plus cher. Donc autant venir juste à côté, qu'on est à Marseille en plage, que de commencer à faire à 30 km aller et retour, les kilomètres. On est en vacances, on doit rester sur la route, c'est pas la peine, quoi. Comme nous ne sommes pas en vacances, nous avons comparé. Au plus gros hypermarché de Béziers, même chariot, même produit, et surprise, 47,79 € au bord de la plage, 51,40 € à la ville, soit 7% de plus, sans compter la route. Inutile donc de s'éloigner de la mer pour ne pas gonfler le budget des vacances. Les pêcheurs français vont bénéficier d'une aide d'urgence décidée par Bruxelles. 2 milliards d'euros seront débloqués sur plusieurs années et les quotas de pêche vont être augmentés de 25% avec aussi des mesures de restructuration des flottes. Détails et réactions avec Nicolas Lemarinier et Patrick Wurstorm. C'est un gros chèque qui attend ce soir les pêcheurs qui rentrent au port. À 7, beaucoup de marins ont appris la nouvelle alors qu'ils étaient encore en mer. L'Europe va débourser 2 milliards d'euros pour leur venir en aide. Pourtant, certains font la fine bouche. Quand on entend la somme, c'est énorme. Mais on va recommencer. Si on ne trouve pas vraiment le nœud du problème, on va tenir combien de temps? Mais ça va recommencer quand même. Hein. Pour beaucoup, le nœud du problème reste avant tout le prix du gasoil. Nous, on a commencé en 98 avec un gasoil qui avoisinait les 20 centimes d'euros. Et aujourd'hui, on est à 80 et des poussières. Faute de pouvoir agir sur le prix du pétrole, l'Union européenne propose des aides d'urgence pour les pêcheurs qui restent à quai. 3 mois maximum pour couvrir les frais d'équipage et les coûts fixes. Les entreprises pourront recevoir jusqu'à 100 000 € d'aide publique sur 3 ans contre 30 000 € jusqu'à présent. Enfin, l'Europe va augmenter les quotas de pêche. Plus 25% pour le cabillaud en mer du Nord, par exemple. Insuffisant selon les pêcheurs de Boulogne qui veulent vivre de leur travail plutôt que des subventions. Ça fait quand même devenir les pêcheurs des assistés. Et c'est ce qu'on revendique depuis le début, c'est le contraire. On ne veut pas être des assistés puisqu'on a les moyens en mer de travailler et de gagner notre argent nous-mêmes. En plus des aides d'urgence, l'Union européenne veut encourager la modernisation des bateaux. Encore un sujet d'inquiétude pour les plus petits pêcheurs qui n'auront pas les moyens de suivre le mouvement. Et pendant ce temps, le ministre du Budget, Eric Woerth, a indiqué quelles seraient les grandes priorités du budget sur lequel le ministère travaille pour les 3 ans à venir. En hausse, les pôles enseignement scolaire, défense et justice. À la baisse, travail, emploi et aussi ville et logement. Explication, Sophie Brune. À l'Assemblée hier, le ministre du Budget n'a pas fait salle comble. Sans prononcer le mot rigueur, Eric Woerth a présenté des orientations très serrées pour les 3 prochaines années. Dès 2009, la réduction des effectifs de la fonction publique va s'accélérer. 30 600 postes seront supprimés, dont 13 500 à l'éducation nationale. L'objectif de Nicolas Sarkozy de ne pas remplacer un départ en retraite sur 2 est ainsi atteint. Avec la croissance en berne, les recettes fiscales diminuent. L'État serre donc les vis, y compris dans des secteurs dits prioritaires. Les crédits alloués au travail et à l'emploi baissent ainsi de 14%, ceux consacrés à l'écologie perdent presque 9%. En revanche, la justice voit ses moyens progresser, tout comme la recherche et l'enseignement supérieur. Après un déficit de 2,5% du PIB cette année, le gouvernement table sur 2% l'an prochain. Son objectif d'un retour à l'équilibre des comptes en 2012 s'annonce très compliqué à tenir. Et puis le président de la République, Nicolas Sarkozy, a proposé d'aménager quelques aspects de son projet de réforme des institutions pour tenter de rallier le Parti socialiste. Il propose entre autres d'accorder un plus grand temps de parole audiovisuel à l'opposition. Une proposition pour l'instant rejetée par les socialistes. Les explications de Thierry Curté et Antonin Broutard. La réforme des institutions patine. Alors les députés et les sénateurs se sont arrachés le quotidien Le Monde cet après-midi. Nicolas Sarkozy met tout son poids dans la balance pour convaincre, rallier les derniers indécis et ramener quelques voix de gauche. Il fait 5 propositions. Exemple, associer l'opposition à l'actualisation de la carte électorale. À propos de son omniprésence audiovisuelle, il s'engage à ce que l'opposition puisse répondre chaque fois que le président de la République tiendra un propos qui concerne la politique française. C'était une demande des socialistes, mais ils fustigent aujourd'hui la proposition qui arrive, disent-ils, à 5 jours du Congrès, alors que l'on débat depuis 9 mois. Là, on est plus dans l'ordre de l'aumône démocratique, accordée comme ça à la dernière minute avant un vote pour faire pression sur le Congrès, qui va se réunir lundi à Versailles, que
dans la vraie concession qui de toute façon arrive trop tard. Robert Badinter, lui, est sorti de sa réserve pour condamner l'absence de réforme sur le Sénat qui n'a jamais changé de majorité en 50 ans. C'est une majorité qui use de son pouvoir majoritaire pour consolider son pouvoir. C'est tout. Avec la défection probable de voix de droite, quelques voix de gauche seront indispensables pour approuver la réforme. Le président de l'Assemblée nationale, qui dirigera aussi la réunion du Congrès lundi, est inquiet. À cette heure, personne ne peut dire quel sera le résultat du vote au Congrès. Le président de la République s'est exprimé, il a mis tout le monde devant ses responsabilités. Ce soir, cette nuit, le Sénat adoptera définitivement le texte qui sera voté lundi. Il reste 5 jours. Les tractations discrètes mais intenses vont se poursuivre. Et puis une centaine d'élus de Lorraine ont manifesté devant les portes du Palais de l'Élysée aujourd'hui pour protester contre la possible fermeture du 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze en Moselle. Certains élus menacent même de démissionner. Reportage Christine Beauce et Vivien Roussel. Moment empreint de solennité devant une salle comble, les 27 conseillers municipaux remettent leur démission. Protestation ultime face au départ programmé du 13e régiment de dragons parachutistes. C'est pour montrer donc notre douleur, c'est pour montrer notre aberration, c'est pour montrer notre protestation face à une décision qui malheureusement pénalise le Saulnois. C'est le couronnement d'une journée qui a débuté à l'aube avec un voyage à Paris pour une centaine d'élus de Dieuze et des environs. Objectif Élysée, seule une délégation d'élus est reçue par un conseiller de Nicolas Sarkozy. 2 heures plus tard, c'est la douche froide. On nous a annoncé officiellement que le départ du régiment, comme l'avait dit le ministre de la Défense dans sa déclaration, que le RDP quittait Dieuze et on en est malheureux. À 400 km de là, Dieuze, 3700 habitants, se prépare à perdre un régiment de prestige, le 13e RDP, les Bérets Rouges, une unité d'élite qui contribue dans une très large part à la vie économique de cette zone rurale. Je pense que c'est entre 20 et 50% selon les commerces. Donc vous pensez qu'avec de tels pourcentages, c'est franchement catastrophique. Catastrophe également pour les écoles et les clubs sportifs. Le départ des 950 militaires et de leurs familles signifie 700 enfants scolarisés en moins. Dieuze perdrait ainsi la moitié de sa population. Colère et amertume des habitants. Maintenir le 13, on n'y croit plus et je pense que c'est peine perdue, mais au moins arriver à récupérer une unité et se battre pour récupérer une unité. La population espère une compensation, l'arrivée d'un autre régiment, faute de quoi les élus transmettront leur démission collective au préfet la semaine prochaine. Olivier Besancenot, pour sa part, s'est rendu sur le site de Goodyear, au nord d'Amiens. Le porte-parole de la LCR est allé apporter son soutien aux employés de l'usine. 402 postes devraient être supprimés. Rappelons le paradoxe de la situation. Dans l'autre unité de l'entreprise située juste en face, la réorganisation du travail en 4-8 a été acceptée par les syndicats et pour l'instant, il n'y a pas de menace de suppression d'emplois. Dans la Drôme, mystère autour des sources radioactives décelées dans la nappe phréatique près du site de la centrale nucléaire de Tricastin. Ces concentrations en uranium n'auraient aucun lien avec l'incident survenu au début du mois lors d'un rejet accidentel. Les explications de Nathalie Sapena et Thomas Donzel. C'est un mystère qui inquiète les riverains de la zone nucléaire du Tricastin. Dans certains puits, comme ici, on relève des taux anormalement élevés d'uranium, 2 fois plus que le seuil maximal autorisé. C'est angoissant parce qu'on ne sait pas notre devenir, le devenir de la maison. On ne sait pas si on va rester parce qu'on a peur. Le problème, c'est qu'on ne s'explique pas la raison de ces taux suspects. Seule certitude, la fuite d'uranium la semaine dernière à l'usine Socatri, à 2 km de là, n'est pas en cause. Selon une commission indépendante, la contamination vient de là. 770 tonnes de déchets militaires nucléaires entassés sur le site du Tricastin, à peine recouvert de terre. Un tumulus de 100 mètres de long qui polluerait la nappe phréatique juste en dessous. Le 4 juillet dernier, la CRIRAD tirait déjà la sonnette d'alarme. Pour moi, oui, c'est une forme de scandale dans la mesure où l'autorité de sûreté nucléaire qui était au courant n'a pas agi jusqu'à présent et que l'exploitant, lui, n'a pas envie de mettre la main à la poche pour enlever ses déchets. Areva, le propriétaire du site, dément toute implication dans la contamination suspecte.
Toutes les études qui ont été faites montrent que aujourd'hui cette butte est stable et qu'elle n'a pas d'impact sanitaire. Donc c'est pour ça qu'on la laisse en l'état en suivant la préconisation des experts. Cela fait 50 ans que l'industrie nucléaire, militaire et civile s'est installée au Tricastin. C'est aujourd'hui le plus grand site nucléaire français après La Hague. Et voilà qu'en une semaine, ce site est doublement pointé du doigt. De quoi relancer des doutes sérieux sur la sécurité, d'autant qu'il pourrait y avoir eu d'autres fuites qui expliqueraient la mystérieuse contamination actuelle. Il n'est pas à exclure que ça puisse être un marquage ancien de la nappe lié à des incidents qui se seraient produits il y a plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des incidents comme celui qui est la semaine dernière dans le passé. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. En attendant, les agriculteurs de la région ne peuvent pas irriguer leurs champs et l'eau reste interdite à la consommation et à la baignade jusqu'à nouvel ordre. C'est un projet pilote qu'Électricité de France va construire au large de la Bretagne, l'installation de plusieurs hydroliennes qui vont capter l'énergie des marées au large de Paimpol-Bréhat. Ces hydroliennes devraient être fixées à plus de 15 km des côtes et arrimées sur des blocs de béton par 35 mètres de fond. Elles seront invisibles à la surface de l'eau. Perrine Bonnet. Le site choisi par EDF, le voici. À 15 km au large de Paimpol, là où les courants marins sont très forts. Condition indispensable pour implanter des hydroliennes, puisque ces machines fonctionneront sous l'eau, à 40 mètres de profondeur. L'eau en mouvement fera tourner un système d'hélices raccordé par un câble jusqu'au réseau électrique, de quoi alimenter environ 5000 foyers. Le but surtout, c'est de faire un pas dans l'utilisation des énergies marines et d'essayer de faire en sorte qu'à un horizon de 10-15 ans, on obtienne une électricité à un prix comparable à d'autres sources de courant. Ce projet prévu pour 2011 s'inspire des prototypes déjà installés en Écosse, en Norvège et en Irlande. Ce petit village irlandais de Portaferry doit être éclairé par cette énergie hydrolienne dès le mois d'août prochain. Seule inquiétude des habitants, la cohabitation des hélices avec les phoques. Si ça marche à Paimpol, EDF pourrait voir en grand. À l'échelle de la France, le potentiel de cette énergie alternative serait de 10 millions de mégawatts, de quoi alimenter la ville de Paris. Après plusieurs années de tractations et de controverses, Suez et Gaz de France ont signé leur fusion aujourd'hui. Il s'agit d'un des plus gros rapprochements d'entreprises avec un groupe qui pèsera désormais 75 milliards d'euros et emploiera 200 000 personnes. Romain Messi et Stéphane Guillemot. Une poignée de main qui célèbre la naissance d'un géant. Gaz de France et Suez fusionnent pour devenir GDF Suez, nouveau numéro 1 mondial de l'énergie, avec 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que c'est une des plus importantes fusions industrielles que notre pays et même l'Europe a connues en 20 ans. Et qu'aujourd'hui, l'entreprise est prête à faire ce choix qui correspond à l'intérêt stratégique de Gaz de France, comme il correspond à l'intérêt stratégique de Suez. Réunis en Assemblée Générale aujourd'hui, les actionnaires des deux entreprises ont approuvé cette union, considérée comme une bonne nouvelle. Je suis favorable parce que c'est un bon projet industriel. Et c'est un bon projet industriel parce qu'il y a des complémentarités entre les deux groupes. La fusion marque la fin d'un feuilleton à rebondissement entamé il y a plus de 2 ans et entérine la privatisation de Gaz de France. Dans la nouvelle entité, l'État ne détiendra plus que 35% du capital. Le nouveau patron de GDF Suez tente de rassurer les consommateurs qui craignent une augmentation immédiate du prix du gaz. La fusion entre Suez et Gaz de France ne change rien au système de régulation du prix du gaz en France qui est régi par des lois, d'autres lois. Le nouveau géant GDF Suez naîtra officiellement le 22 juillet. Il sera alors coté en bourse pour la première fois. Et puis l'Assemblée nationale vient à l'instant d'adopter le projet de texte imposant l'accueil des élèves en primaire et en maternelle en cas de grève ou d'absence imprévisible d'un professeur. On se rappelle que ce projet dit de service minimum avait suscité pas mal de réactions, notamment dans le milieu enseignant. Mais en l'occurrence, ce sont les municipalités qui devront s'occuper de l'accueil des élèves et des enfants.
En Israël, à la frontière libanaise, un échange a eu lieu avec le Hezbollah. Le mouvement activiste a restitué les dépouilles de 2 soldats israéliens dont l'enlèvement il y a 2 ans avait déclenché une guerre de 33 jours. En échange, l'État juif a libéré plusieurs combattants chiites, dont certains étaient condamnés à plus de 30 ans de prison. Cet échange est considéré comme un nouveau succès par le Hezbollah. Charles Anderlin avec Mossiar. Le Hezbollah a laissé planer l'incertitude jusqu'à la dernière minute. Les Israéliens n'ont eu la confirmation de la mort de leurs 2 soldats qu'au moment où ces cercueils noirs ont été amenés du côté libanais de la frontière. Pour leurs familles commence le difficile travail de deuil. Elles étaient sans nouvelles et gardaient malgré tout un certain espoir depuis juillet 2006, depuis la capture des 2 soldats au cours d'une embuscade montée par le Hezbollah et qui a marqué le début de la guerre au Liban. À la frontière, une fois confirmée l'identité des 2 corps, l'échange s'est poursuivi à l'abri des caméras. 5 Libanais ont été transférés au Hezbollah. Les voici, filmés hier soir dans la prison israélienne où ils étaient détenus. La milice chiite les a accueillis en héros. 4 sont des combattants, le 5e est un certain Samir Kuntar. Il purgeait 5 peines de détention à vie en Israël. Membre d'une organisation palestinienne, il avait en 1979 assassiné 3 Israéliens, parmi lesquels cette petite fille dont il a fracassé le crâne. Ce soir à Beyrouth, Samir Kuntar a été reçu par le président libanais en personne. 2 soldats morts contre 5 Libanais vivants, les termes de cet échange font grincer des dents de nombreux Israéliens qui, malgré tout, estiment que leur gouvernement n'avait pas le choix. À Guantanamo, prison gérée par les États-Unis où sont regroupés prisonniers suspectés d'actes terroristes, on a la confirmation que certains détenus se trouvent dans des situations tout à fait dramatiques et contraires à toutes les conventions internationales. C'est le cas d'un jeune homme âgé de 16 ans au moment des faits, né au Canada et de nationalité canadienne, dont le témoignage a été enregistré clandestinement il y a maintenant 5 ans. Regardez ce témoignage avec les explications de Gilles Rabine. Les Canadiens ont découvert ces images avant-hier. Ils ont découvert qu'elles datent de 2003 et qu'il avait fallu 5 ans de bataille judiciaire jusqu'à la Cour suprême pour que cette vidéo clandestine, jusqu'ici classée secret défense, soit diffusée. Stupéfaits, ils ont découvert aussi que le prétendu terroriste Omar Khadr est en fait un adolescent de 16 ans plongé au plus profond de la détresse. Et que ce ne sont pas des Américains qui l'interrogent, mais des Canadiens, agents des services secrets. La vidéo ne montre pas un terroriste dangereux, mais un adolescent canadien terrorisé et blessé. En fait, Omar Khadr est un enfant soldat, enrôlé de force à 11 ans par son père, qui était l'un des chefs d'Al-Qaïda en Afghanistan. À Guantanamo, alors qu'il avait été gravement blessé, on l'a maltraité, menacé de viol, privé de sommeil, pour qu'il raconte non pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il avait vu et entendu enfant chez son père. Omar Khadr enlève le haut de son uniforme orange de prisonnier pour faire voir ses blessures. Je réclame, dit-il, des soins médicaux depuis longtemps. J'ai perdu un œil, j'ai perdu mes pieds. Non, répond un agent des services secrets canadiens. Tu as toujours ton œil et tes pieds sont toujours au bout de tes jambes. Et il ajoute, n'utilise pas cette stratégie avec nous, ça ne te servira à rien. Le Canada aurait dû réclamer Omar Khadr pour qu'il soit jugé là-bas par un tribunal pour enfants et non par un tribunal militaire à Guantanamo, ce qui scandalise jusqu'à l'officier américain commis d'office pour sa défense. Le gouvernement canadien sait depuis des années qu'Omar n'est pas traité humainement ni conformément aux lois, et il n'a rien fait. Ce que confirme la vidéo. Je veux rentrer au Canada, dit Omar. Tu veux rentrer au Canada, demande l'agent canadien. Désolé, je ne peux rien faire pour toi. En Grèce, plus d'une centaine d'incendies ont éclaté depuis 24 heures à l'ouest d'Athènes. Attisé par des vents violents, le feu s'est propagé dans plusieurs entrepôts. Une centaine de pompiers, 30 véhicules ont été déployés. L'an dernier, les incendies en Grèce ont causé la mort de 77 personnes et détruit 270 000 hectares. En Australie, c'est demain la grande journée où le pape se joindra aux milliers de jeunes rassemblés pour les GMJ. Parmi eux, certains venus de Nouvelle-Calédonie, toute proche, et qui pour la première fois peuvent rencontrer le souverain pontife. Philippe Visserias et Karine Guillaume. Dans leur chant religieux,
toute l'harmonie des sonorités du Pacifique. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie et sont plus de 200 ce petit matin dans la cour de l'école où ils sont hébergés. Les JMJ sont faits pour ça. N'hésitez pas de poser des questions que vous, les jeunes, vous avez dans votre tête. Eux qui vivent aux antipodes du Vatican n'ont pas voulu manquer cette occasion de rencontrer le pape et des chrétiens venus du monde entier, comme ces jeunes de métropole, avec qui ils parlent de leur foi sans entrave. Il faut apprendre à voir Dieu en l'autre. Dans le Pacifique, nous on aime beaucoup le contact, voir d'autres personnes. Même si on va sur des personnes qui ont franchement une tête qui est pas Jésus du tout, ben c'est pas grave, on sourit. Jésus t'aime, voilà, et puis après ça décrispe et puis le sourire arrive. Drapeau néo-calédonien en tête, ils vont de rencontre en rencontre, comme tout le monde aujourd'hui. En cette journée d'attente, avant l'arrivée du pape, l'ambiance est plutôt festive. Bah c'est nickel, hier on a eu un super concert et tout, feu d'artifice, super esprit, c'est excellent quoi, tous les jeunes rassemblés comme ça de tous les pays, c'est monstrueux quoi. Un spectacle bon enfant qui n'empêche pas les habitants de Sydney de continuer à vivre normalement pour l'instant. Depuis sa résidence à proximité de Sydney, Benoît XVI a quant à lui pu faire connaissance avec quelques-uns des animaux typiques de l'Australie. Le python Sébastien, un bébé crocodile, un wallaby et un koala. Demain, Benoît XVI rejoindra enfin les 100 000 jeunes déjà rassemblés ici. Une arrivée par la mer dans la baie de Sydney qui promet d'être spectaculaire. En Inde, c'est un étrange commerce qui se développe, celui de mères porteuses. Elles sont payées par des couples étrangers qui font appel à de jeunes femmes indiennes pour porter leur futur enfant. Ce marché représente aujourd'hui 6 milliards d'euros et il est totalement légal, même s'il fait débat. C'est le dossier de ce soir. Il est signé Arnaud Miguet et Dominique Marotel. Anand, cette ville de 150 000 habitants était surnommée il n'y a pas si longtemps la capitale du lait. Pour la qualité de ses vaches sacrées, considérées ici comme la déesse mère. Aujourd'hui, de façon plus prosaïque, Anand est devenue capitale du ventre, en d'autres termes des mères porteuses. Dans cette clinique, en l'espace de 4 ans, on a produit plus de bébés que dans n'importe quelle autre ville du pays, par fécondation in vitro. Des embryons de couples américains, britanniques ou japonais qui seront portés le temps d'une grossesse dans des ventres indiens. Dans ces incubateurs, il y a plus de 20 bébés. Des bébés protégés par les dieux, tous les dieux. Cette indienne trentenaire est enceinte de 8 mois. Son ventre, elle l'a loué à un couple américain pour 3 000 €. Aux États-Unis, ce serait 5 ou 6 fois plus. J'ai déjà un enfant qui a 8 ans. Et du coup, je peux faire ce cadeau à quelqu'un qui n'en a pas. La responsable de la clinique, c'est elle, le docteur Patel. Cette gynécologue s'occupe actuellement de 40 mères porteuses. Sa clinique est devenue une véritable usine à bébés. Pour ces mères éphémères, 2 conditions, être en bonne santé et avoir déjà eu un enfant. Le docteur Patel se défend de toute exploitation commerciale. Pour elle, tout le monde est gagnant. Il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. Cette femme porte un bébé qu'elle devra donner à un autre couple, mais dès le premier jour, elle sait que c'est l'enfant d'une autre femme qu'elle porte. Concernant l'hygiène, la femme indienne est généralement très religieuse et donc elle ne risque pas de boire ou de fumer. Mais en Inde aussi, la question des mères porteuses divise. On délocalise des grossesses envers des femmes qui souffrent cruellement d'un manque d'argent. Ça devrait rester dans la famille. Je suis contre cette commercialisation. On ne peut pas acheter un enfant. Pourtant, le marché est en pleine expansion car on ne manque pas de volontaires, généralement parmi les plus pauvres. Manju, 30 ans, ne s'est jamais sentie exploitée. Avant, elle vivait avec ses 3 enfants et son mari dans une seule petite pièce. Aujourd'hui, elle a pu se payer la maison de ses rêves, grâce à ses jumeaux qu'elle a eus pour un couple vivant au Canada. Il me manque bien sûr, mais je me dis que maintenant j'ai une maison grâce à eux. Le nombre de mères porteuses en Inde a plus que doublé en 3 ans. Une récente étude prévoit que ce secteur rapportera 6 milliards d'euros au pays en 2008. Hasard du calendrier, l'Inde, comme la France, devrait légiférer à l'automne prochain sur la maternité pour autrui. Mais ici, c'est pour mieux protéger les mères porteuses.
Un jeune a été placé en garde à vue et écroué après la mort d'un autostoppeur de 20 ans. Il avait été fauché par une voiture sur une route départementale près de Colmar dans le Haut-Rhin. Une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé par délit de fuite et état d'ivresse a été ouverte contre le suspect de 25 ans qui s'est présenté spontanément à la gendarmerie. Et puis à Marseille, la marine a saisi dans des vedettes rapides plus de 1400 kilos de résine de cannabis. C'est le fruit d'une opération menée au début du mois. 10 Marocains ont été interpellés et la drogue a été détruite. 11e étape du Tour de France entre Lannemezan et Foix sur 167 km. L'Australien Cadel Evans garde le maillot jaune et c'est le champion de Norvège Arvensen qui a remporté cette étape. C'est sa première victoire dans le Tour. Une deuxième affaire de dopage a par ailleurs été révélée. C'est un cycliste espagnol, Dueñas, qui a été contrôlé positif à l'EPO et placé en garde à vue à la gendarmerie de Tarbes. Des produits interdits ont été saisis dans sa chambre. Nathanaël de Rinxin et Régis Maté. Ce matin, Moïse Dueñas a poursuivi son Tour de France dans un véhicule de la gendarmerie. Direction la caserne de Tarbes, première étape de ses ennuis avec la justice. Dueñas a été contrôlé positif à l'EPO le 8 juillet dernier lors du contre-la-montre de Cholet. Bien sûr, au sein de son équipe, la surprise est totale. On parle d'un cas isolé. Nous l'avons immédiatement exclu de l'équipe. La chose est choquante. Impensable. Ce devrait être une affaire de dopage comme les autres. Malheureusement pour l'Espagnol, la brigade spécialisée de la gendarmerie a trouvé dans sa chambre des produits non autorisés, accablants selon certaines sources. Dueñas devrait être le premier tricheur à tomber sous le coup de la loi du 3 juillet dernier sur la détention de produits interdits. Il risque 5 ans de prison. L'agence française de lutte contre le dopage continue son travail. Les tricheurs sont réellement traqués et il ne faut donc pas être surpris que ceux qui trichent soient débusqués. Les coureurs du peloton ont pris connaissance de ce nouveau cas de dopage juste avant le départ de l'étape. Entre consternation et fatalisme, ils préfèrent y voir un signe d'espoir. Les contrôles sont efficaces. Nous, on met par exemple 150 000 € chez les chercheurs à l'UCI par équipe, justement pour alimenter la lutte antidopage. C'est justement fait pour ça. Alors on en trouve. C'est pas agréable, mais c'est comme ça et c'est bien. La journée a été particulièrement mauvaise pour l'équipe Arlo World. Après l'arrestation de Dueñas, 2 autres coureurs ont quitté le Tour. Blessés après une chute, ils ont été contraints à l'abandon. Et puis toujours sur le Tour de France, un véhicule d'accompagnement de l'équipe AG2R a blessé 4 personnes, dont 2 enfants. La voiture a percuté une barrière derrière laquelle était massé le public. Football, l'attaquant brésilien Ronaldinho est arrivé au centre d'entraînement du Milan AC où il vient de signer pour 3 ans. Le transfert a été effectué pour la coquette somme de 21 millions d'euros. Il quitte le FC Barcelone où il a vécu une saison difficile, plus concentré sur les plaisirs de la vie que les obligations de joueur. Le Puy du Fou fête ses 30 ans de succès associant histoire et spectacle. L'an dernier, le parc a attiré plus de 1 million de visiteurs. La clé de cette réussite repose sur les 3200 bénévoles qui redoublent toujours d'imagination pour offrir aux petits comme aux grands des spectacles grandioses et variés. François Privat et Antoine Morel. La Cinécénie et ses 3000 bénévoles. Le parc du Puy du Fou, entre voltiges de rapaces et batailles de chevaliers. En tout, plus d'1 200 000 visiteurs l'année dernière, pour un concept qui se démarque d'Euro Disney et du Futuroscope. On est confronté aux gens, aux artistes, c'est peut-être plus chaleureux. On retrouve pas ça ailleurs. On n'est pas là pour le business, ce qui est le cas des autres parcs. Une structure implantée sur 45 hectares, en plein cœur de la Vendée. Ici, le visiteur assiste à une série de spectacles dans des enceintes d'une capacité de 4 à 6 000 personnes. Bonjour, allez-y sur votre droite. Avec une conséquence, pas de file d'attente. À l'inverse de la plupart des parcs, on attend 45 minutes pour faire une attraction de 2 minutes. Ici, on attend 2 minutes pour faire un spectacle de 45 minutes. Sébastien se définit comme un enfant du Puy du Fou. En 1988, bénévole, il joue un cocher de François Ier. Aujourd'hui, salarié à plein temps, il dirige le spectacle des gladiateurs. Ce qui fait notre force ici, au Puy du Fou, c'est que maintenant nous formons nous-mêmes nos futurs cavaliers, nos futurs comédiens, nos futurs cascadeurs, par l'intermédiaire de l'Académie Junior. Tout géré en interne. De l'écloserie pour le spectacle des rapaces,
à la conception de nouvelles attractions. L'année prochaine, on va construire un orgue de feu. Tous les ans, nous créons des nouveautés et cette petite équipe, au départ de 5-6 personnes, s'agrandit en deuxième cercle avec une vingtaine de personnes. On rajoute nos cavaliers cascadeurs, nos fauconniers. En moyenne, le Puy du Fou génère chaque année un bénéfice d'1,5 million d'euros, avec la volonté affichée de ne bénéficier d'aucune subvention de la part des collectivités locales. Sortie dans les salles d'une nouvelle version du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Cette fois, l'incroyable odyssée des 3 héros est servie par une multitude d'effets spéciaux. Emmanuel Lambert. Ce devait être une petite balade tranquille en Islande. On se dépêche. Je veux être rentré pour le coucher du soleil. Mais l'excursion tourne mal. Avec une petite tempête! On pleut très fort. Venez vite. Attention! Voyage au centre de la Terre, un grand classique de Jules Verne. Ne vous inquiétez pas, l'orientation, c'est mon 6e sens. Attention! En 1864, l'auteur plonge ses lecteurs dans les entrailles du monde. On est toujours en train de tomber! Un siècle et demi plus tard, la féerie de ces mots prend enfin vie. Je vous présente le centre de la Terre. C'est incroyable. Exprimer ce roman dans un style visuel complètement nouveau au cinéma, avec tous ces effets spéciaux, cela montre la magie qui imprégnait tant les écrits de Jules Verne. L'histoire est plutôt captivante, les personnages intéressants, mais la révolution est surtout visuelle. Entièrement tourné en 3D, il est possible de voir le film en relief dans certaines salles, une sensation brillamment vertigineuse. C'est pour toute la famille, c'est clair. Mais ce film va ramener les gens dans les salles, parce que la star, c'est en réalité l'expérience que vous vivez. C'est le fameux geyser? Oui, c'est là qu'on va! Le 7e art essaierait-il de sauver sa peau? Avec la 3D, la course contre le piratage pourrait bien être gagnée. C'est le genre de film que vous devez voir au ciné. Les producteurs et les studios en tiennent compte. Vous ne pouvez pas le télécharger pour le voir sur un petit écran. Ça ne fait pas le même effet. Cette 102e adaptation d'un roman de Jules Verne, un grand 8 d'1h30. Pas très littéraire, certes, mais diablement divertissant. C'est le grand débarquement pour Paris-Plage où plusieurs barges ont livré près de 2000 tonnes de sable pour décorer les voies sur berge, mais aussi une partie du bassin de la Villette. Il faut maintenant installer parasols, palmiers et oriflammes. Et puis il y aura aussi des espaces guinguettes, concerts et pétanques qui vont être aménagés pour cette 7e édition qui ouvrira le 21 juillet et se terminera le 21 août. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle une des informations. L'inflation atteint désormais 3,6% en juin, son plus haut niveau depuis 17 ans. La plus forte hausse provient des prix alimentaires, mais aussi de ceux de l'énergie, du pétrole, de postes clés dans le pouvoir d'achat des Français. Le pic de la flambée des prix devrait être atteint cet été avant de refluer à la rentrée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko. 20h50, un téléfilm, Le Frangin d'Amérique. Demain à 13h, Élise Lucet. Je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.